Imaginez un univers dépourvu de maisons, de feux ou même de mots pour exprimer des idées. Il s'agissait de l'univers dans lequel vivaient nos ancêtres, il y a plus de 3 millions d'années. Toutefois, quelque chose d'exceptionnel s'est produit. Une simple pierre, devenue outil, a inauguré une révolution discrète qui allait modeler tout ce que nous sommes aujourd'hui. Qu'est-ce qui a incité les premiers ancêtres humains à heurter une pierre contre une autre, donnant ainsi l'avènement de la première étincelle d'innovation? L'histoire a débuté en Afrique, il y a 3,3 millions d'années, lorsque les premiers instruments de pierre ont été fabriqués par Australopithecus ou Kenyanthropus. Ces instruments rudimentaires, appelés noyaux taillés, n'étaient rien de plus que des pierres affûtées employées pour trancher la viande ou fracasser les os en vue d'en retirer la moelle. Même si elles étaient élémentaires, ces pierres symbolisaient un bond colossal dans l'évolution, le point à partir duquel nos ancêtres ont commencé à modeler leur environnement. La trouvaille de ces instruments sur des sites archéologiques tels que Lomekwi au Kenya démontre comment ces avancées ont aidé les hominidés à perdurer et s'épanouir. Grâce à ces instruments, ils avaient la possibilité d'accéder à des ressources inaccessibles pour d'autres animaux, telles que de la chair de proie laissée par les prédateurs ou des racines enfouies sous le sol. Même si nous ne pouvons pas décrire précisément la vie quotidienne de ces artisans primitifs, il est envisageable d'évaluer l'influence de cette invention sur leur société. C'était une période de combat ininterrompu contre les forces de la nature où chaque instrument représentait une chance accrue de survie. Une pierre tranchante n'était pas simplement un instrument, mais une garantie de subsistance, d'abri et finalement d'évolution. Ceci a marqué la première étape d'une longue odyssée qui aboutirait des millions d'années plus tard à l'émergence de l'Homo sapiens dominant la planète. Mais tout a démarré ici, avec un coup sur une roche et l'étincelle de la créativité. Cet ancêtre, identifié comme le premier représentant de notre espèce, n'a pas simplement employé des outils, mais les a améliorés. Comment ces innovations mineures ont-elles réussi à modifier de manière irréversible le cours de l'histoire? De notre espèce, Homo habilis habitait un univers rempli d'obstacles. Avec une posture parfaitement droite et des mains à droite pour manœuvrer les instruments, il était en mesure de créer des objets en pierre appelés outils Oldowan. Ces instruments, bien plus sophistiqués que ceux de leurs devanciers, comportaient des morceaux tranchants pour tailler la viande et des noyaux solides pour réduire en poudre des substances dures. Ces instruments ne favorisaient pas uniquement l'accès à une nourriture plus nutritive, ils conféraient aussi un atout compétitif par rapport à d'autres espèces. Dans un contexte difficile où les ressources étaient rares, l'aptitude d'Homo habilis à manipuler la viande et les végétaux lui a permis de survivre véritablement. Toutefois, ce qui est réellement captivant chez Homo habilis ne se limite pas à son ingéniosité technique, mais englobe également ce qu'il symbolise. Cet hominidé a marqué une transition essentielle dans la façon dont nos ancêtres interagissaient avec leur environnement. Pour la première fois, la technologie s'est muée en une prolongation du corps humain, un outil permettant de transcender les contraintes physiques. Cet ancêtre humain, qui a vu le jour il y a approximativement 2 millions d'années, n'a pas uniquement amélioré les instruments, mais a aussi dominé quelque chose de plus puissant encore, le feu. Comment Homo erectus a-t-il transformé la planète et a-t-il été le premier à se disperser hors d'Afrique? Homo erectus a fabriqué des instruments du type acheléen, qui se distinguent par leur symétrie et leur performance. Ces haches manuelles ne servaient pas uniquement à trancher de la viande, mais également à façonner le bois, un élément crucial pour leur survie. Cependant, leur véritable avancée a été l'emploi du feu, qui leur a non seulement permis de préparer des repas, mais aussi de se chauffer, de se protéger contre les prédateurs et de se regrouper autour d'un feu de camp. Par ailleurs, Homo erectus a été le premier ancêtre humain à quitter l'Afrique pour s'installer en Asie et en Europe.
Cette quête d'exploration a non seulement élargi leur territoire, mais aussi inauguré une époque d'échange culturel et génétique entre des groupes dispersés. Homo erectus, doté d'un corps conçu pour la course sur de grandes distances et de membres allongés, était un habile chasseur. Sa diète diversifiée, comprenant de la viande préparée, des légumes et des poissons, lui a donné la capacité de s'épanouir dans une multitude d'environnements. Cependant, c'est sa capacité à innover, au-delà de ses réalisations physiques, qui a fait de lui un tournant dans notre histoire d'évolution. L'Homo erectus était beaucoup plus qu'un simple survivant. Il était un véritable précurseur. Ces hominidés ont entamé leur expansion hors de l'Afrique il y a approximativement 2 millions d'années, signalant le commencement d'une aventure qui allait révolutionner l'histoire de l'humanité. Qu'est-ce qui les a motivés à parcourir des continents et à dominer des régions inexplorées? Dotés d'instruments acheléens et d'une morphologie spécialisée pour la marche prolongée, Homo erectus a atteint des régions aussi distantes que la Chine et l'Indonésie. Son aptitude à se développer dans divers climats et ressources en fait une espèce véritablement universelle. Tandis qu'en Afrique, ils affinaient l'usage du feu, en Asie, ils édifiaient des installations primitives et traquaient de gros mammifères tels que les éléphants et les rhinocéros. L'expansion de Homo erectus a non seulement signalé l'amorce d'une dissémination géographique, mais également le commencement d'une diversité culturelle. Les variations dans les instruments et les méthodes témoignent de la manière dont ces hominidés se sont ajustés à leurs habitats, mettant en évidence les premiers indices d'innovation régionale. Malgré les milliers de kilomètres qui les séparaient, ils avaient en commun un héritage, l'instinct de survie et la capacité à modeler le monde à leur bénéfice. Toutefois, cette expansion n'a pas été exempte de défis. Les modifications climatiques et les conflits avec d'autres espèces constituaient une menace permanente. Néanmoins, Homo erectus a prouvé que l'adaptabilité et la résilience sont essentielles pour surmonter l'adversité. Il était l'explorateur initial, un emblème de la manière dont notre espèce a constamment aspiré à dépasser les limites. Il y a approximativement 300 000 ans, à une époque où Homo erectus parcourait encore diverses régions, de nouvelles espèces ont commencé à voir le jour dans divers coins du globe. Les Denisoviens en Asie et les Néandertaliens en Europe constituent des ramifications distinctes de l'évolution humaine. Comment se déroulait la vie de ces autres humains et que peut-on tirer d'enseignements de leur existence? Avec leur physique robuste et leurs adaptations au froid, les Néandertaliens excellaient dans la chasse même dans des conditions climatiques extrêmes. On les appelle moustériens. Leurs instruments étaient plus évolués que ceux des Aqueléens et comprenaient des pointes de lance qui leur permettaient de chasser efficacement de grands animaux. Cependant, ils ne se limitaient pas à être des chasseurs. Ils étaient également des artistes et des intellectuels. Les œuvres d'art rupestres, les décorations et les rituels de mort témoignent qu'ils possédaient un univers symbolique aussi riche que le nôtre. De l'autre côté du globe, les Denisoviens ont laissé un legs plus énigmatique. On en sait peu sur leur apparence, mais les outils et restes génétiques qu'ils ont laissés indiquent qu'ils étaient aussi raffinés. Surprenamment, des études indiquent que Homo sapiens a eu des croisements avec les deux espèces, laissant des empreintes d'ADN toujours présentes dans notre génome actuel. Ces autres humains ne sont pas des entités distantes du passé, ils sont intégrés à notre être. Leurs accomplissements, qu'ils soient dans le domaine de l'art ou de la technologie, nous rappellent que nous n'étions pas les seuls à traverser cette évolution. Oui, ils étaient différents, cependant ils possédaient également un esprit humain qui dépasse les divergences biologiques. Au fur et à mesure de l'expansion de Homo sapiens depuis l'Afrique, la planète s'est transformée en un théâtre d'interaction entre différentes espèces. Nos ancêtres ont partagé la Terre avec des groupes tels que les Néandertaliens et les Denisoviens pendant des milliers d'années. Mais donc, il y a eu un changement. Un à un, ces autres humains ont disparu. Que s'est-il produit?
L'hypothèse la plus répandue est que Homo sapiens, doté d'une meilleure organisation et technologie, a surpassé les autres espèces dans la lutte pour les ressources. Son aptitude à s'exprimer par le langage et à constituer des collectifs de plus grande taille a pu représenter un atout crucial. Toutefois, les indications d'hybridation génétique révèlent que la situation n'était pas uniquement axée sur la compétition. Il y a également eu des instants d'union et de mélange. Les modifications climatiques ont aussi eu un rôle déterminant. La dernière période glaciaire a modifié les écosystèmes et éprouvé la résilience de toutes les espèces humaines. Tandis que Homo sapiens a réussi à trouver des solutions pour s'adapter, les Néandertaliens et les Denisoviens ont rencontré des défis qui leur étaient insurmontables. Cependant, il se pourrait que ce qui est le plus captivant ne soit pas notre manière de survivre, mais plutôt ce que nous avons perdu. Que se serait-il produit si les Néandertaliens avaient perduré? Quelle serait la nature de notre civilisation si nous avions partagé notre monde avec d'autres espèces humaines? Ces interrogations ne possèdent pas de réponse définitive. Cependant, elles nous incitent à contempler la vulnérabilité et l'exceptionnalité de notre existence. Homo sapiens, une nouvelle espèce, a vu le jour il y a approximativement 300 000 ans dans une région de l'Afrique. Nous étions distincts, dotés de cerveaux plus volumineux et munis de visages plus élégants. Notre unicité ne résidait pas uniquement dans notre anatomie, mais aussi dans notre aptitude à imaginer, innover et établir des connexions comme jamais auparavant. Qu'est-ce qui a permis à Homo sapiens de devenir l'espèce capable de modifier le destin de la planète? Les premiers Homo sapiens ont démontré des aptitudes qui excédaient les exigences de la simple survie. Ils disposaient d'outils plus variés et spécialisés et ont commencé à matérialiser des concepts abstraits par le biais de l'art et des rituels. Des indices de gravure, de pigments et d'articles ornementaux qui témoignent d'un intellect symbolique sophistiqué ont été découverts dans des sites tels que la grotte de Blombos, située en Afrique du Sud. Cependant, notre plus grande réalisation pourrait être notre capacité à collaborer à une grande échelle. À l'inverse de nombreuses autres espèces, Homo sapiens a établi des réseaux sociaux facilitant l'échange de savoir, la création d'alliances et la réponse collective à divers défis. Cette collaboration a été le fondement de tous ceux qui suivraient de l'agriculture aux cités modernes. Au fil du temps, nos ancêtres ont commencé à se disperser, transportant non seulement des instruments, mais également des concepts. Cette dynamique de découverte et d'expansion vers de nouveaux horizons a non seulement marqué notre histoire lointaine, mais également façonné l'esprit humain qui nous oriente encore aujourd'hui. Environ 12 000 ans, un événement d'une transformation incroyable s'est produit dans l'histoire de l'humanité. Après avoir été des nomades pendant des millions d'années, reposant sur la chasse et la cueillette, nos ancêtres ont entamé le processus de domestication de plantes et d'animaux, ce qui leur a permis de s'établir dans des villages permanents. Quels ont été les facteurs déclencheurs de cette révolution et quel a été son impact sur le destin de notre espèce? Tout a débuté avec une modification climatique à la fin de la dernière période glaciaire. Les écosystèmes stables, générés par des températures plus élevées, ont permis aux êtres humains de tester la culture de céréales telles que le blé et l'orge dans la région du Moyen-Orient, connue sous le nom de croissant fertile. Bien que ce processus ait été lent, il a marqué le début de l'agriculture. Des lieux tels que Jéricho et Çatalhöyük ont vu les premiers agriculteurs ériger des demeures en pierre et en bois, créant des sociétés qui étaient tributaires de la terre pour leur subsistance. La domestication ne s'est pas restreinte aux plantes uniquement. Des chèvres, des moutons et ultérieurement des vaches ont été domestiqués, fournissant de la viande, du lait et du cuir. Pour la première fois, les êtres humains ont commencé à intervenir délibérément dans leur environnement, en aménageant des paysages agricoles et en instaurant des systèmes d'irrigation pour appuyer l'essor de populations plus vastes. Toutefois,
Le passage à la sédentarité ne s'est pas fait sans difficulté. L'agriculture a engendré de nouveaux défis, les maladies, les conflits fonciers et une dépendance précaire aux cultures. Cependant, cela a aussi conduit à une avancée évolutive dans notre structure sociale. L'abondance de nourriture a favorisé l'apparition de spécialités, potiers, tisserands et dirigeants communautaires. L'ère entièrement nouvelle a été inaugurée par la révolution agricole. Cela a non seulement modifié notre style de vie, mais également la façon dont nous interagissons avec le monde. C'est ici que les fondements de la civilisation contemporaine ont commencé à s'établir. Durant des millénaires, la pierre a constitué le matériau le plus prisé par l'humanité. Cependant, il y a approximativement 7500 ans, un changement a commencé à se manifester. Dans la partie méridionale de l'Europe, nos ancêtres ont maîtrisé l'art de la fusion du cuivre, un matériau qui allait transformer radicalement la technologie humaine. Quel a été l'impact de cela sur les sociétés du néolithique? Grâce à sa facilité de moulage par rapport à la pierre, le cuivre a favorisé l'élaboration d'instruments plus précis et résistants. De la fabrication de pointes de lance au couteau, ce matériau a progressivement pris la place des outils en pierre. Cependant, le véritable avancement est survenu lorsque les êtres humains ont réalisé qu'en combinant du cuivre et de l'étain, ils pouvaient fabriquer du bronze, un matériau encore plus solide. L'usage du bronze a signalé la fin de l'âge de pierre et l'avènement de l'âge des métaux. Cela a provoqué des modifications radicales au sein des structures sociales. L'accès limité aux outils et armes en bronze a entraîné la formation de classes sociales distinctes et de hiérarchies. Les dirigeants des cités-États antiques exerçaient leur autorité en raison de leur contrôle sur les ressources métalliques. Toutefois, la pierre n'a pas entièrement disparu. Dans des cultures telles que celle de la Scandinavie, la production de dagues et couteaux en pierre s'est poursuivie bien après l'arrivée du bronze. Des instruments en obsidienne continuent d'être employés dans les opérations contemporaines, grâce à leur coupe exceptionnelle. Le passage de l'usage exclusif de la pierre à la prédominance du métal illustre comment l'innovation peut profondément métamorphoser une société, engendrant de nouvelles modes d'existence et d'organisation. Malgré la fin officielle de l'âge de pierre, il y a des milliers d'années, son héritage persiste de façon surprenante. Des instruments en obsidienne employés lors d'interventions chirurgicales aux procédés de construction basés sur des techniques ancestrales, les roches demeurent essentielles dans l'histoire de l'humanité. Pourquoi ces instruments ancestraux conservent-ils leur pertinence de nos jours? L'un des facteurs est la facilité et l'efficacité des instruments en pierre. L'obsidienne, un matériau volcanique, possède une netteté bien supérieure à celle de n'importe quelle lame d'acier contemporaine. C'est cette qualité qui la rend parfaite pour les interventions médicales sensibles, telles que les opérations des yeux, où la précision est cruciale. De plus, les pierres établissent aussi un lien avec notre passé. Dans plusieurs cultures autochtones, l'emploi d'instruments en pierre demeure une tradition, non seulement pour leurs propriétés utilitaires, mais également pour leurs valeurs symboliques. Ils symbolisent un lien avec le sol, avec les ancêtres et avec des modes de vie durables. Les pierres ont aussi servi de source d'inspiration dans les domaines archéologiques et éducatifs. La reproduction d'instruments du Paléolithique ne nous offre pas seulement un aperçu de la manière de vivre de nos ancêtres, elle nous apprend aussi sur la résilience et l'innovation. La persistance des instruments en pierre nous rappelle que malgré la prévalence de la technologie, les méthodes les plus basiques et traditionnelles demeurent parmi les plus efficientes. C'est une capsule temporelle qui nous offre la possibilité de remonter le temps et de nous rappeler nos origines. Quelle est l'origine de la créativité? Il y a approximativement un siècle, les premiers signes de réflexion abstraite ont émergé à travers des gravures rudimentaires, des pigments et des instruments décorés. Ces trouvailles, éparpillées,
sur des lieux archéologiques tels que la caverne de Blombos en Afrique du Sud, signalent le commencement de quelque chose d'intensément humain, l'art. Qu'est-ce qui nous a incités à commencer à exprimer nos perceptions et émotions face au monde? Les artistes primitifs employaient des pigments tels que l'ocre rouge pour réaliser des illustrations sur les parois des grottes, vraisemblablement dans le but de narrer des récits, partager des savoirs ou honorer les puissances de la nature. Les instruments ornés de motifs élaborés laissent entrevoir une réflexion qui dépasse la simple utilité, une aspiration à embellir, à donner du sens. Outre les peintures préhistoriques, des colliers confectionnés à partir de coquillages et de dents ont été découverts, ce qui indique un certain sentiment d'identité et de communauté. Ces premières manifestations artistiques sont le témoignage le plus ancien de notre faculté à concevoir des choses qui ne sont pas présentes dans la réalité matérielle, une caractéristique purement humaine. L'art préhistorique n'était pas seulement une manière de s'exprimer, il servait également d'instrument de survie. L'usage de symboles pour raconter des histoires a permis aux communautés de partager des savoirs essentiels sur la chasse, la cueillette et les cycles saisonniers. Au-delà de l'aspect pratique, ces premiers pas vers la créativité ont établi les fondements de toutes les expressions artistiques et culturelles que nous connaissons actuellement. Visualise une communauté plongée dans l'ombre d'une caverne, enveloppée par des silhouettes qui se meuvent au son d'un feu de camp. Dans un recoin, une personne sculpte des motifs sur une pierre, pendant qu'une autre peint des symboles sur la paroi. C'est le commencement de quelque chose de profondément humain, le lien entre les instruments et la symbolique. Comment avons-nous acquis la compétence de transmettre des concepts par le biais d'images et d'objets? Les archéologues ont découvert des éléments de preuve concernant des structures manifestement symboliques telles que la formation de cercles de stalagmites réalisés par les Néandertaliens dans une grotte en France, datant de 176 000 ans. Cette découverte suscite des interrogations passionnantes. Ces créations étaient-elles de l'art, des rites ou simplement utilitaires? Il est évident qu'elles témoignent d'une réflexion complexe et d'un lien émotionnel avec leur milieu. En Afrique, l'Homo sapiens a commencé à se servir d'instruments ornés et à réaliser des sculptures figurant des animaux et des formes abstraites. Ces œuvres ne possédaient pas uniquement une valeur esthétique, elles avaient également une portée spirituelle. Il semble que les objets symboliques aient eu une importance considérable dans les cérémonies et rituels primordiaux, consolidant ainsi les relations sociales et culturelles. L'avènement du symbolisme a provoqué une transformation radicale dans notre mode de pensée. Nous ne nous limitons plus à interagir avec le monde matériel. Nous avons commencé à concevoir et à matérialiser des idées abstraites. C'est cette aptitude qui constitue le fondement de tout ce qui a suivi. La langue, l'écriture et les civilisations sophistiquées. Parmi les trouvailles les plus significatives en archéologie figure la mise au jour de tombes délibérément creusées datant de l'époque préhistorique. Il y a plus de 100 millénaires, les Néandertaliens et les Homo sapiens ont commencé à pratiquer l'inhumation de leurs défunts, généralement en les dotant d'instruments, de fleurs ou de pigments. Pourquoi avons-nous été amenés à rendre hommage à ceux qui ne sont plus parmi nous? Des squelettes méticuleusement disposés dans des fosses ont été découverts par les archéologues sur des sites tels que Skul en Israël et Shanidar en Irak, le tout étant recouvert de pigments tels que l'ocre rouge. Dans plusieurs situations, les sépultures étaient accompagnées d'objets personnels ou d'instruments, ce qui indique un attachement émotionnel et potentiellement spirituel envers les personnes décédées. Ces rituels d'enterrement signent plus qu'une simple marque de respect. Elles proposent une foi en un au-delà de l'existence, un lien avec le transcendant. Cette abstraction, étroitement liée à nos sentiments et notre aptitude à l'empathie, est l'une des spécificités qui nous différencient en tant qu'êtres humains.
les premières sépultures ont aussi consolidé les liens communautaires. Rendre hommage aux défunts a permis aux communautés de se réunir en période de deuil, d'affermir leur identité commune et de transmettre leurs coutumes culturelles à travers les générations.